l'appeler DPLL, qui est constitué de 5 étapes. Donc, les 5 étapes, on va essayer de les expliquer à travers donc, un exemple. Alors, la motivation donc, derrière les solvers SAT, c'est que, en général, même la résolution, parfois, elle fait beaucoup de temps donc, lorsqu'elle essaye de montrer qu'une formule elle est SAT. C'est-à-dire ici, on a deux résultats, ou les deux outputs, soit SAT ou bien inSAT. La résolution en général est plus rapide lorsque la formule est insatisfaisable. Mais elle est longue lorsque la formule est satisfaisable. C'est ça, disons, le plus grand inconvénient donc, de la méthode de résolution. Par contre, le solver SAT, il est rapide, peu importe le statut ou bien la classe de la formule. Si elle est SAT, l'algorithme est rapide. Si elle est InSAT, l'algorithme est toujours rapide. Donc, c'est ça donc la grande motivation derrière les solvers. Et bien sûr, j'ai déjà expliqué ça dans le cours en présentiel. En général, les entreprises, pourquoi elles font recours au solver SAT? Justement pour montrer que leurs logiciels, ça veut dire sont corrects. Ils ne contenaient pas de bugs ou bien d'erreurs. Alors, pour montrer qu'un logiciel n'est pas buggé, tout simplement, il faut coder l'ensemble du logiciel, c'est-à-dire toutes les lignes, toutes les instructions du logiciel en une grande formule propositionnelle, c'est-à-dire une FNC qui va représenter tout le logiciel. Bien sûr, ce codage-là, ou bien cette traduction, ne fait pas partie du cours. Au principe, dans le master, il y a des modules qui traitent ça. Alors, une fois on a codé le logiciel en termes d'une grande formule propositionnelle, tout simplement, on va lancer le solver. S'il va découvrir que cette formule est satisfaisable, ça veut dire que le logiciel contient au moins une erreur. Au moins une erreur, c'est possible qu'il contienne plus. Et on ne sait pas donc la localisation de l'erreur. Il va dire juste qu'elle contient, ou le logiciel contient au moins une erreur. Si la formule est insatisfaisable, cela veut dire que le logiciel ne va pas, ou là, il ne contient pas d'erreur. Maintenant, pourquoi le temps est important? Le temps pour prouver que le logiciel est correct ou non. Parce que tout simplement, la livraison du logiciel, en principe, elle doit offrir des garanties pour l'utilisateur qu'il marche bien à la limite pour une certaine période. Maintenant, si cette garantie n'est pas livrée avec le logiciel, surtout pour les logiciels critiques qui conduisent par exemple des avions ou qui conduisent des voitures ou bien des drones, alors en principe, ça veut dire c'est risqué d'avoir un système complet ou un système embarqué qui n'est pas prouvé. Maintenant, le temps est important parce que tout simplement, les entreprises concurrentes peuvent prendre le marché si elles livrent le logiciel c'est-à-dire en premier. C'est l'entreprise qui va faire la preuve dans une période limitée, c'est celle qui va prendre le marché et va avoir tous les clients en quelque sorte. Alors, pour cette raison, les laboratoires de recherche essayent c'est-à-dire à chaque fois, d'accélérer le temps d'exécution des solvers SAT. Alors, on va directement, avant donc de refaire l'algorithme DPLL, je vais quand même dire qu'il y a deux grandes catégories de solvers SAT. Il y a les algorithmes complets, ou bien ce qu'on appelle les algorithmes avec backtracking, c'est-à-dire avec retour arrière. Backtracking, c'est retour arrière. L'exemple parfait ici, c'est DPLR. Pourquoi on dit qu'ils sont complets? Parce que l'algorithme, il va toujours nous répondre. C'est-à-dire, si la formule est satisfaisable, il va toujours nous répondre avec, ça veut dire, une affectation ou bien une valuation. Par contre, il y a des algorithmes qui sont incomplets. Il y a un exemple, c'est le WalkSat, c'est l'algorithme WalkSat. Alors, celui-ci est incomplet tout simplement parce que parfois, plutôt la formule, elle est satisfaisable, mais l'algorithme, par exemple, WalkSat, il va pas, c'est-à-dire, il va pas nous dire qu'elle est satisfaisable. Il va dire tout simplement que je ne sais pas à la fin. C'est-à-dire, si la formule est InSAT, il va répondre, il va trouver donc l'affectation qui va assurer 0. Mais parfois, dans d'autres cas, si la formule est satisfaisable, il va tout simplement répondre par je ne sais pas. Il ne va pas répondre avec oui, elle est satisfaisable, il va nous montrer donc l'affectation.
Donc, c'est ça donc, la différence entre le complet et incomplet. Donc, bien sûr, les gens qui font la preuve de logiciel, ils vont choisir ou s'orienter vers le complet parce que c'est la groupe qui va nous donner des garanties qu'il n'y a pas donc d'erreur. Alors, le WorkSat, il est préféré dans d'autres problèmes pour lesquels le temps est beaucoup plus, c'est-à-dire important que, bien sûr, les réponses finales. Alors, voilà l'algorithme. Vous avez donc une fonction que l'on a appelée. Tout le monde, est-ce que tout le monde voit donc la fonction DPLL? Vous avez exactement 5 étapes. Le premier ici, c'est la première instruction. Deuxième ici, disons ça, le premier ici, c'est le premier test d'arrêt. Lorsque la formule est satisfaisable, on va retourner soit SAT, soit l'étiquette ou bien la valeur vraie. Vrai, c'est synonyme de SAT. Alors, deuxième instruction, ça va représenter le deuxième test d'arrêt. Et cela veut dire que ça veut dire le sous-ensemble en question ou bien le sous-problème en question est faux ou bien insat. Et on va réexpliquer ça. Ça ne veut pas dire que la formule totale, elle est insatisfaisable. Cela veut dire, deuxième test, ça veut dire qu'une partie de la formule, elle est insatisfaisable. C'est ça le vrai sens de la deuxième instruction. Lorsqu'on va retourner faux, cela veut dire qu'il y a une partie de mes clauses, un sous-ensemble de clauses qui est insatisfaisable ou bien tout le temps faux. Donc ça, c'est la deuxième instruction. Alors, troisième instruction, c'est ce qu'on a appelé la recherche des clauses unitaires et le fait d'affecter la clause unitaire avec ou plutôt le littéral unitaire, bien la clause unitaire avec un 1, le 1 logique. Ça, c'est ce qu'on appelle propagation unitaire. Ça veut dire que ici, la troisième étape, ce qu'on appelle propagation unitaire, c'est le fait de chercher les clauses dont la taille, c'est uniquement 1 et affecter ces clauses avec la valeur 1 et bien sûr à déclencher une autre recherche pour éventuellement trouver d'autres clauses unitaires. Alors, la quatrième étape, c'est ce qu'on a appelé la recherche des littéraux purs ou bien les littéraux monotones, c'est des synonymes. Pur ou bien monotone, c'est la même chose. Un littéral pur, tout simplement, c'est un littéral qui ne change pas de signe. C'est-à-dire il est partout positif, dans toutes les clauses il est positif, ou bien dans toutes les clauses il est négatif. Alors, la dernière instruction, ce qu'on appelle la division binaire, ce que je sélectionne maintenant avec la souris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, parfois, ça veut dire lorsqu'on va dérouler des PLL, parfois les 4 premières instructions ne sont pas exécutables, ne sont pas déclenchables, parce que tout simplement, leurs conditions ne sont pas vérifiées pour le moment. Ce qui fait que je ne peux pas exécuter la première, je ne peux pas exécuter la deuxième, je ne peux pas exécuter la troisième instruction et je ne peux pas exécuter la quatrième. Et on va faire des exemples concrets. Alors, dans ce cas-là, on va directement appliquer la cinquième étape. Cinquième étape, en général, on peut toujours la faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tu vas choisir une variable au hasard, une variable ou bien un littéral au hasard. Ça peut être soit, par exemple, l'atome A ou bien l'atome B ou bien l'atome C, tout dépend donc de votre formule. Pour le moment, on va le choisir de manière aléatoire, pour le moment. Et après, on va voir comment faire des heuristiques ou bien des astuces plus consistantes et plus élégantes. Alors, une fois ce littéral est choisi, on va diviser notre problème original en 2 sous-problèmes. Le sous-problème 1, dans lequel on va remplacer, par exemple, cette variable A qui est choisie précédemment, on va la remplacer par 1. Partout dans les lignes, on va la remplacer par 1. Et dans le deuxième sous-problème, on va remplacer la variable A avec 0. C'est-à-dire partout dans les lignes ou bien dans les clauses de mon problème original, à chaque fois que je vois A, je vais la remplacer par 0. Avec cette façon, je vais créer 2 sous-problèmes et je vais relancer des PLL sur les 2 sous-problèmes, c'est-à-dire le problème dans lequel A est remplacé par 1 et le sous-problème dans lequel A est remplacé par 0. Je vais relancer de manière parallèle, tout dépend de votre machine, soit séquentiel ou bien parallèle. Si vous avez bien sûr beaucoup de processeurs, je peux faire le parallélisme. Alors, DPL sera lancé si vous avez une machine parallèle, donc de manière simultanée sur les 2 sous-problèmes. Maintenant, si les 2 sous-problèmes retournent un SAT,
C'est-à-dire, dans les deux cas, je vais sortir avec la deuxième instruction, c'est-à-dire avec faux. Cela veut dire que leur parent est insat, c'est-à-dire si les deux enfants sont insatisfaisables, leur parent est insatisfaisable. Par contre, si l'un des problèmes est sat, c'est-à-dire je ne suis pas obligé d'avoir deux enfants, deux sous-problèmes qui sont satisfaisables. Maintenant, si je retourne avec vrai, avec la première instruction qui retourne vrai, pour au moins un enfant, pas forcément les deux, juste le premier ou juste le deuxième, parfois même les deux. Alors, dans ce cas-là, je vais dire que le parent est satisfaisant. C'est-à-dire, même pour le parent, je vais retourner vrai. Et avec cette façon, on va terminer donc, la résolution donc, de notre formule phi. Donc, on va faire un exemple. Voilà, donc cette diapo suivante, elle va nous montrer, c'est-à-dire le comportement de la cinquième instruction, ce qu'on a appelé division binaire. Par exemple, ici, supposons dans la racine, donc le cercle ici que je pointe avec le curseur, supposons que j'ai 10 clauses. J'ai 10 clauses et par exemple 5 variables. V1, V2, V3 jusqu'à V5 et 10 clauses. Alors, supposons que je ne peux pas exécuter la première instruction, je ne peux pas exécuter la deuxième, je ne peux pas exécuter la troisième et même la quatrième. Tout simplement parce que leurs conditions ne sont pas déclenchantes. Dans ce cas-là, je vais exécuter la cinquième, qui représente la division binaire. Supposons que j'ai choisi au hasard la variable V1. Dans ce cas-là, je divise mes clauses, qui représentent environ 10 clauses. Je vais les diviser en deux sous-problèmes. Premier sous-problème, dans lequel toutes les clauses, je vais remplacer V1 par 0. Et dans le deuxième sous-problème, je vais remplacer toutes les occurrences de V1, dans les clauses bien sûr, avec la valeur 1. Dans ce cas-là, je vais trouver deux nœuds. Je vais finir avec deux nœuds qui peuvent avoir Sur votre micro. Alors, je m'excuse. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez déjà entendu les explications? Ou là, c'était donc muté pour une longue période? Non, monsieur, ça fait juste 2 secondes. Ah, ça a tombé parce que je n'ai pas fait attention. Alors, je reviens. Voilà. Je reviens. Alors ici, on a obtenu, je répète quand même, supposons on a commencé avec 10 clauses. J'ai choisi par exemple comme variable de division V1. On va faire un exemple, détail. V1. Maintenant, je remplace V1 avec 0 dans toutes les lignes, les 10 lignes. Je vais trouver un premier sous-problème ici. Par exemple, je vais trouver cette ligne parce que certaines lignes vont sauter, vont être éliminées parce qu'elles sont satisfaites. Parce que par exemple, valeur vérité est 1. D'autres lignes, on va les garder parce qu'on n'a pas encore pu calculer leur valeur de vérité totale. Parce qu'il y a d'autres variables qui ne sont pas encore affectées. Donc, je ne peux pas calculer leur valeur de vérité, je vais les garder. Par contre, les lignes pour lesquelles j'ai déjà calculé la valeur de vérité et elles vaut 1, on peut les supprimer. Donc, tu vas, par exemple, finir avec deux nœuds. Supposons le premier nœud, il contient 7 lignes, ou les 7 clauses. Le deuxième nœud, par exemple, supposons il contient 6 lignes. Alors, dans ce cas-là, je vais réexécuter DPLL sur le premier nœud et sur le deuxième. Alors, cette exécution de DPLL, elle peut faire la même chose. C'est-à-dire, elle peut faire une autre division. C'est-à-dire, je peux diviser le premier sous-problème en, par exemple, P3 et, par exemple, P4. Et P2, je peux le découper en deux sous-problèmes, par exemple P5 et P6. Et ainsi de suite. Je peux faire la même chose pour P3. Je peux le diviser en deux sous-problèmes. Par exemple, en choisissant la variable, par exemple, V3, comme variable de division. Dans ce cas-là, je vais, dans cette feuille-là, je vais, par exemple, remplacer V3 avec 0. Dans l'autre feuille, je vais la remplacer avec 1, et ainsi de suite. Alors, supposons, ici, pour juste réexpliquer ce problème, on a commencé avec le premier sous-problème. On a fait donc 3 divisions. Alors, la première division avec V1, la deuxième division avec V2, et supposons la troisième division avec V3. Donc, supposons dans ce nœud, j'ai divisé avec V3. Dans ce nœud-là, je n'ai pas divisé avec V3, j'ai divisé avec V4.
Dans ce nœud-là, par exemple, j'ai divisé avec V4 et dans ce nœud-là, par exemple, j'ai divisé avec V5. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est-à-dire dans un même niveau, vous n'êtes pas obligé de choisir la même variable. C'est-à-dire chaque nœud peut être divisé avec une variable qui est différente des autres, mais qui n'est pas déjà utilisée. Ça veut dire, dans ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez le curseur, en principe, tu n'as pas le droit d'utiliser le V1, parce que le V1 il est déjà utilisé dans la racine. Tu n'as pas le droit d'utiliser V1, tu n'as pas aussi le droit d'utiliser le V2, parce que le V2 elle est déjà utilisé ici, pour faire la deuxième division. Donc, ce qui fait dans ce nœud-là, ou bien même de ce nœud, tu ne peux pas utiliser le V2 parce qu'elle est déjà faite. Donc, tu as le droit de faire V3 ou la V4 ou la V5. Alors, à la fin, supposons, dans cet exemple, on a commencé avec un problème original. Maintenant, on a fait 3 divisions, on a 3 niveaux de division. À la fin, on a obtenu 8 sous-problèmes. 8 sous-problèmes. Supposons que pour les 8 sous-problèmes, je n'ai pas besoin de faire une autre division. Ça veut dire que je peux m'arrêter ou je peux exécuter soit l'instruction 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 sans faire 5. Je ne suis pas obligé de faire 5. Et à la fin, supposons j'ai sorti de la fonction soit à travers le premier test d'arrêt qui va retourner vrai ou bien SAT, ou bien le deuxième test d'arrêt qui va retourner un SAT ou bien le faux. C'est la même chose. Supposons, je vais prendre cet exemple-là. Supposons pour ce sous-problème-là, vous avez 8 sous-problèmes. Par exemple, depuis P1, supposons le problème original, on va l'appeler P0. Original, on va l'appeler P0. La première feuille, je vais l'appeler P1. Deuxième feuille, P2. Troisième feuille, c'est P3. Jusqu'à la dernière feuille, on va l'appeler P8. C'est-à-dire qu'originalement, j'ai commencé avec 10 clauses et par exemple 5 variables. Et maintenant, les 5 variables, c'est V1 jusqu'à V5. Maintenant, je l'ai divisé, j'ai fait 3 divisions successives et à la fin, j'ai obtenu 8 sous-problèmes. Le premier sous-problème, c'est P1 et le dernier, c'est P8. Maintenant, je vais réexpliquer comment, donc, c'est-à-dire on va interpréter l'arrêt total, c'est-à-dire lorsque DPL va s'arrêter donc, et retourner le résultat final, on va essayer donc d'expliquer ça. Alors, on a dit que pour chaque feuille, et même pour chaque nœud interne, même les nœuds, il faut réexécuter DPLL de manière, ça veut dire récursive. Maintenant, si je réexécute DPLL pour la première feuille, supposons qu'elle donne un SAT. Pour la première feuille, le résultat final, sans faire la division, ce sera un SAT. Ça veut dire, un SAT veut dire que je me suis sorti de DPLL à travers la deuxième instruction. C'est celle-là, avec le deuxième cycle. C'est-à-dire j'ai retourné faux pour cette feuille. Pour la première feuille P1, j'ai dit qu'elle est un SAT. Alors maintenant, c'est quoi le statut, ou bien c'est quoi l'étiquette, ou bien la classe de la racine? C'est-à-dire, supposons que la racine elle contient 10 clauses. Maintenant, la première feuille, elle contient que 3 clauses. Après 3 divisions, la première feuille P1, elle contient que 3 clauses. Maintenant, j'ai déterminé que ces 3 clauses sont insat. Elles sont fausses. Est-ce que je peux dire que la racine, elle est fausse? Ou bien elle est insatisfaisable? La réponse, c'est non. Pour dire que la racine est fausse, ou bien elle est... Alors, vous m'entendez en principe? Oui? Il y a des problèmes? S'il n'y a pas de problème, je continue. De temps en temps, donc, je vois le chat. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein. De temps en temps, je vais voir le chat. Bon, donc, si P1 est insat, est-ce que je peux dire que la racine est insat? La réponse est non. Tu n'as pas le droit parce que tout simplement, il faut que toutes les feuilles, les 8 feuilles, soient insatisfaisables. Les 8 feuilles soient insatisfaisables pour dire que la racine est insat. Maintenant, supposons dans un autre scénario que la première feuille, elle est sat. Supposons que P1 est sat. Est-ce que tu peux dire que la racine est sat? La réponse, c'est oui. Donc, si une seule feuille est satisfaisable, cela veut dire que la racine est satisfaisable. Parce que tout simplement, on a trouvé une affectation qui va assurer le 1 pour toutes les clauses. Alors, cette affectation, c'est la suivante. Il faut affecter V1 avec 0,
c'est, disons, l'étiquette de cette branche-là. Pour la deuxième branche, il faut affecter par exemple V2 à 0. Et par exemple, pour la troisième branche, on ne l'a pas mentionné, mais supposons on a choisi V4 et on l'a affecté à 1. Alors maintenant, avec ces trois affectations, on a déduit que par exemple, ce nœud-là est satisfaisable. Automatiquement, la racine, elle est sat. Bien sûr, ici, même dans ce nœud-là, on va, c'est-à-dire inférer, ou là, on va, c'est-à-dire déduire d'autres affectations pour le reste des variables. Parce qu'ici, on a affecté que 3, il nous reste 2. Par exemple, il nous reste le V4 et par exemple V5. Alors ici, à travers par exemple soit l'unitéraux pur ou la propagation unitaire, on va affecter le reste. Dans ce cas-là, ce qui fait que vous avez une affectation totale, on a affecté les 5 variables. Et maintenant, cette affectation, elle va nous assurer le 1 logique pour l'ensemble des clauses. Et cela veut dire que ce nœud-là, ou bien cette feuille-là, elle est satisfaisable et même la racine, elle est sat. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire les 7 feuilles restantes. C'est-à-dire, si tu vas trouver une affectation pour une certaine feuille, que ce soit la première ou bien la deuxième ou la troisième, alors ce n'est pas la peine de faire le reste. Supposons que la première feuille elle est insat. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire la deuxième feuille. Maintenant, si la deuxième est satisfaisable, on va arrêter la recherche. Ce n'est pas la peine de faire la troisième et la quatrième. Et on va conclure que la racine est satisfaisable, puisque la deuxième, elle est sat. Maintenant, supposons la deuxième, elle est sat. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire la troisième feuille et vérifier si elle est sat ou bien insat à travers toujours l'algorithme des PLL. Si elle est sat, on va arrêter la recherche. Ce n'est pas la peine de faire le quatrième et cinquième. Et on va conclure que la racine est sat. Maintenant, si la troisième feuille est insat, malgré que tu as trouvé déjà 3 feuilles insat, ce n'est pas suffisant pour dire que la racine est insat. Il faut chercher ou bien il faut vérifier la quatrième, cinquième et ainsi de suite. Maintenant, en pire des cas, tu vas vérifier que toutes les feuilles, par exemple, sont insatisfaisables et tu vas conclure que la racine est insat. Maintenant, si la dernière feuille elle est sat, malgré que les 7 premières feuilles elles sont satisfaisables, dans ce cas-là, on va plutôt, malgré que les 7 premières feuilles sont insat et la 8e feuille elle est sat, on va conclure que la racine elle est sat. C'est-à-dire il suffit de trouver une seule feuille qui est satisfaisable pour conclure que la racine est sat. Et il faut montrer que toutes les feuilles sont insat pour dire que la racine est insat. Alors ici, on va déjà tirer une petite conclusion. Une petite remarque. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il s'avère que le fait de prouver que la formule ou bien la racine est satisfaisable, c'est plus facile de prouver que la formule initiale est insat. Parce que tout simplement, vous allez me dire que pour prouver qu'elle est insat, on est obligé de parcourir 8 feuilles et vérifier que chaque feuille est insat. Par contre, pour dire qu'une feuille, ou plutôt pour dire que la racine est sat, il suffit de vérifier qu'une seule feuille est satisfaisable. Pour cette raison, tu vas me dire que le temps d'exécution pour la même formule, si elle est sat, le temps d'exécution est court. Et si elle est insat, le temps d'exécution est long. En quelque sorte, c'est l'inverse de la résolution. On a dit que la résolution, elle est rapide lorsque la formule est insat et elle est lente si la formule est sat. Alors, je vais vous dire que notre algorithme DPL, il est rapide dans les deux cas. Certes, c'est clair qu'il est rapide dans le cas où la formule est sat, parce qu'il suffit de chercher une seule feuille, ou de vérifier une seule feuille. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer pour c'est-à-dire le reste des feuilles. C'est-à-dire ça va nous demander donc beaucoup de temps pour faire ça. Bon, la réponse c'est non. L'algorithme, surtout, je parle des solver sat, c'est-à-dire pas uniquement du noyau, le noyau plus les options. Il possède tellement donc d'astuces et de règles donc disons d'accélération. On va les appeler les règles d'accélération, on va les appeler heuristiques. Il possède tellement d'heuristiques qu'il va, ça veut dire même trouver rapidement les nœuds insat. Ça veut dire même les nœuds insat, même s'ils sont nombreux en termes de taille, il va les trouver donc vraiment donc de manière rapide.
Donc, c'est ça en quelque sorte la force de l'algorithme. Alors, ici, donc, on a donc, deux exemples. Vous avez la première formule. Donc, on va essayer quand même de les faire de manière interactive. Donc, vous avez la première formule, c'est celle-là, et vous avez aussi la deuxième formule. Par exemple, on va se contenter de la deuxième, on va se focaliser sur la deuxième. Alors, on va essayer de dérouler des PLL, juste le noyau, sur la deuxième. Alors, le premier test d'arrêt, c'est-à-dire vérifier si la formule est satisfaisable. Alors, le premier test d'arrêt, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que l'ensemble des clauses est vide? Ici, on a combien de clauses? J'ai la première, c'est celle-là, non A ou non B ou non C. J'ai la deuxième, c'est non A ou B. J'ai la troisième, c'est non B ou C. Et j'ai la quatrième, c'est non C ou A. Et j'ai donc la dernière, en principe c'est numéro 5, c'est A ou B ou C. C'est la dernière. Alors, puisque tu as 5 clauses, votre ensemble n'est pas vide. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas exécuter le premier si. Il n'est pas déclenchable. Donc, il faut faire le deuxième si. Voilà, je vous rappelle le premier si. Le premier si, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le sélectionner. Est-ce que ma formule ou bien mon ensemble phi, mon ensemble de clauses, donc tu peux considérer phi soit comme une conjonction de clauses, soit un ensemble de clauses. C'est pareil. Alors, si phi ne contient aucune clause, c'est-à-dire c'est l'ensemble vide, dans ce cas-là, il faut retourner sat ou bien vrai. C'est la même chose. Alors, dans notre exemple, ma formule FNC, elle n'est pas vide. Elle contient 5 clauses. Alors, pour cette raison, je ne peux pas faire la première instruction. Ce qui fait, je vais faire la deuxième instruction. Alors, la deuxième instruction, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que l'une des 5 clauses, c'est le zéro logique? Zéro logique ou bien clause vide? Ici, la réponse, c'est non. Parce que on n'a pas encore affecté les variables A et B et C, ce qui fait que je ne connais pas la valeur de vérité de la première clause. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Et je ne peux pas encore calculer la valeur de vérité de la deuxième clause. Je ne peux pas calculer la valeur de vérité de la troisième. Pareil pour la quatrième, pareil pour la cinquième. Donc, ce qui fait que c'est-à-dire jusqu'à maintenant, je ne peux calculer aucune valeur de vérité. Automatiquement, donc, il n'y a pas de zéro logique. C'est-à-dire, je n'ai pas encore dérivé ou bien déduit le zéro logique. Donc, ce qui fait que je ne peux pas exécuter la deuxième instruction. Donc, elle n'est pas exécutable ou bien elle n'est pas déclenchable. Je vais faire la troisième instruction. Troisième instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a des littéraux ou bien est-ce qu'il y a des clauses unitaires? Est-ce qu'il y a des clauses unitaires? Clause unitaire, c'est-à-dire une clause dont la taille, c'est 1. La réponse, c'est non. Parce que la taille de la première clause, c'est 3. Vous voyez qu'il y a 3 littéraux. Ici, la taille, c'est 2. Et ici, la taille, c'est 2. Ici, la taille, c'est 3. Et ici, c'est la taille, c'est 2. Donc, je ne peux pas faire la troisième instruction. Je vais faire la quatrième. La quatrième instruction, ce qu'on appelle la recherche des littéraux purs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une variable qui ne change pas de signe? Elle est partout négative ou il y a partout positif? Même ici, la réponse, c'est non. Il faut remarquer, par exemple, A, il est négatif. Il y a la négation. Par contre, ici, dans la dernière clause, il est positif. Maintenant, pour le B. Pour la première clause, il est négatif. Pour la deuxième clause, il est positif. Pour le C, il est négatif dans la première clause. Et il est négatif pour la première clause. Il est positif dans la dernière clause. Donc, conclusion, je ne peux pas utiliser les 4 premières instructions. Vous êtes obligé de faire la dernière, ça veut dire la 5e instruction. Qu'est-ce qu'elle fait la 5e? Tu choisis une variable au hasard, par exemple soit le A, soit le B, soit le C, et tu vas créer deux sous-problèmes. Dans le premier sous-problème, tu vas remplacer tous les C par des 1. Dans le deuxième sous-problème, tu vas remplacer tous les C par des 0. Donc, je vais faire quand même une petite exécution. Alors, si je remplace tous les C dans le premier sous-problème, je vais remplacer tous les C par des 1. Ici, le premier C sera remplacé par 1. Donc, automatiquement, non C, ça va être 0. Alors, non A ou non B ou 0, c'est non A ou non B. C'est-à-dire qu'il nous reste uniquement, maintenant, la première clause du premier sous-problème, c'est uniquement non A ou non B.
Donc, on a fait un gain parce que, donc à chaque fois, ça veut dire comment on va montrer que, ça veut dire on fait des gains. Un gain en termes de rapprochement de la solution finale, l'affectation finale. Tout simplement parce que soit tu réduis le nombre de clauses, tu as commencé avec 5, maintenant tu as terminé avec 4 ou la 3 ou la 2, c'est un gain. Ou bien tu vas réduire la taille de la clause. J'ai commencé avec une clause dont la taille c'est 3 ou la c'est 4 ou la 5. Maintenant, je l'ai réduit, soit si la taille origine était 5, maintenant elle est devenue 4 ou la 3. Ou bien si elle est initialement, si tu as initialement 3 clauses, maintenant, plutôt 3 littéraux, maintenant tu as uniquement 2 littéraux. Alors, dans la deuxième clause, elle reste inchangée parce qu'on n'a pas le C. Dans la troisième, je vais remplacer le C par 1. Maintenant, il vous reste non B ou 1. Non B ou 1, c'est le 1. Ce qui fait que tu peux supprimer cette clause. Elle est superflue. Donc, c'est des clauses ziada. Tu peux l'éliminer. Maintenant, pour la quatrième, tu vas remplacer le C par toujours 1. Ce qui fait que non C, ça va être 0. Maintenant, il vous reste A. Le A, c'est la nouvelle clause. Par exemple, ici, il faut remarquer que le A, maintenant, c'est une clause unitaire. Sa taille, c'est 1. Et maintenant, c'est-à-dire que dans la prochaine itération, je peux lancer la règle des clauses unitaires. Dans la dernière clause, tu vas remplacer le C par 1. Maintenant, il vous reste A ou B ou 1. A ou B ou 1, c'est un 1. Et par conséquent, tu peux supprimer A ou B ou C. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a supprimé la cinquième clause et on a supprimé aussi la troisième clause. Ça veut dire maintenant, il vous reste la première qui contient non A ou non B, la deuxième qui contient non A ou B, disons la quatrième qui contient uniquement A, et bien sûr la dernière, elle est déjà éliminée. Alors, conclusion, on a commencé avec, originalement, on a commencé avec 5 clauses. Maintenant, dans le premier sous-enfant, on a obtenu uniquement 3 clauses, c'est-à-dire la première, c'est juste ça. La deuxième, c'est non A ou B. Et la troisième, qui contient uniquement A. Et je peux faire la même chose concernant le deuxième enfant, dans lequel on va remplacer le C par 0. C'est-à-dire ici, je vais faire juste cet exemple-là. Lorsque tu remplaces le C par 0, c'est-à-dire non C sera remplacé par 1. 1 ou non B ou non A, c'est 1. Ça veut dire que je vais éliminer la première clause. Elle n'a plus d'existence parce qu'elle est vérifiée. Donc, à chaque fois une clause vaut 1, tu peux l'enlever. Alors, la deuxième clause, elle est gardée parce que bon, on s'excuse pour cette interruption qui nous dépasse. Je vais refaire le partage. Alors, quand même, je vais relire vos questions et répondre à vos commentaires. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le chat? Donc, il y a un ou logique, ça veut dire entre les feuilles. Donc, il y a une question, disons, qu'est-ce qui est implicitement entre les feuilles? Implicitement, donc il y a un ou logique. Parce qu'il faut voir que donc, si vous avez donc, un nœud ou une feuille qui vaut 1, c'est-à-dire elle est satisfaisable, on va arrêter la recherche. Ce n'est pas la peine de faire le reste des feuilles. C'est comme si vous avez un ou logique. Soit tu résous la première feuille, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit la cinquième, soit la huitième. Donc tu as soit ou bien ou entre les feuilles. Maintenant, si pour dire que la racine c'est-à-dire est fausse ou bien insatisfaisable, et tu as le ou logique entre les feuilles, maintenant si la première feuille elle vaut 0, ça c'est pas suffisant pour dire que la racine est fausse ou bien insatisfaisable.
Parce que 0 ou quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est 0. 0 ou A, c'est bien sûr, il faut réévaluer le A. Maintenant, si le A est vrai, la racine est vraie. Si le A est faux, la racine est fausse. Donc, implicitement, vous avez un ou entre les feuilles. Ça, c'est la question que j'ai. Voilà. Donc, ça veut dire, ça veut pas dire que dans la formule originale, tu as le et logique entre les clauses. Une feuille, c'est quoi? Une feuille, c'est un ensemble de clauses. Donc, pas forcément une seule, ou parfois zéro clause. C'est-à-dire, une feuille elle peut contenir zéro clause, c'est-à-dire elle ne contient aucune clause. C'est le cas donc d'une feuille satisfaisable. Alors, je reviens. Alors, je vais faire un exemple. Je vais changer le partage. Donc, il faut attendre quelques secondes. Je vais changer le partage pour vous faire un exemple, plus ou moins donc, rapide. Alors, je vais charger une image qui contient une formule à démontrer. Voilà. Je vais faire le zoomer. Est-ce que tout le monde voit en quelque sorte, c'est un exercice? Est-ce que tout le monde voit l'exercice? Il y a une formule à montrer qu'elle est soit satisfaisable ou insatisfaisable. Tout le monde voit l'image? Alors, elle contient H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, jusqu'à H8. OK, tout le monde voit l'image? Oui, monsieur. Donc, initialement, la formule possédait cette forme. Tu as B et A, implique non C. Deuxième sous-clause, D ou, c'est-à-dire avant traitement, D ou non C implique A. Troisième sous-forme, B implique C. Le quatrième, c'est non E implique B ou D. Celle-là, c'est D implique E. L'avant-dernière, c'est E implique B. Et la dernière, c'est C implique E ou A. La question, c'est quoi? Est-ce que cette formule est SAT ou bien INSAT? C'est ça la formule ou la question principale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut déjà, ça veut dire, créer la forme FNC, la forme normale conjonctive. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des implications. Partout, il faut se débarrasser des implications. Je vous donne juste le premier exemple. B et A impliquent non C. Lorsqu'on va éliminer l'implication, on va la remplacer par le OU et on va inverser la condition. C'est-à-dire si la condition était B et A, maintenant elle va devenir non B ou non A. C'est-à-dire c'est ça donc maintenant la nouvelle forme. Je vais faire quand même la deuxième sous-formule. Alors D ou non C implique A. Maintenant il faut se débarrasser de l'implication. Tu vas le remplacer par O et vous avez donc l'inverse de la condition, ça veut dire non D. Ici, il faut avoir non D et logique C ou A. C'est-à-dire, si on se débarrasse de l'implication ici, le résultat sera non D et C ou A. Alors, bien sûr, la condition entre parenthèses. Maintenant, ça, ce n'est pas une clause, parce que tu es logique. On a dit que dans une clause, il faut autoriser uniquement le ou logique. Qu'est-ce qu'on fait? On va la décomposer. C'est-à-dire, on va distribuer le A. C'est-à-dire, si ça vous gêne, on peut, par exemple, mettre le ou A, c'est-à-dire à gauche. C'est-à-dire, vous avez A, c'est comme si j'ai écrit A, ou, parenthèse, non D et C. Au lieu de mettre le ou A à droite, je vais le mettre à gauche. Maintenant, je vais distribuer le A sur bien le ou sur le E. Alors, en faisant la distribution, tu vas trouver A ou C, la première sous-clause, et logique, la deuxième sous-clause, A ou non D.
Et c'est ça ce que j'ai fait. A ou non D. La première sous-clause. La deuxième sous-clause, ce sera A ou non C. Donc, vous voyez ici que dans la formule originale, parfois, la normalisation va créer une simple clause. Parfois, elle va créer 2 clauses. Parfois, elle va créer 3 clauses. Parfois, 4 clauses, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous avez tous les scénarios possibles. Hein. Parfois, tu vas raffiner une même clause en 2 sous-clauses, ou là, une même plutôt sous-formule en 2 sous-clauses, parfois 3 sous-clauses, parfois une seule sous-clause. J'ai obtenu le H2, ensuite H3. Pour le B implique C, c'est simple, ça va devenir non B ou C. Pour non E implique B ou D, ça va devenir E ou B ou D. Pour celle-là, D implique E, ça va devenir non D ou E. L'avant-dernière, E implique B, ça va devenir non E ou B. Septième clause. Pour la dernière clause, ça va devenir donc non C, j'inverse la condition non C ou logique E ou A. Donc c'est ça. Donc après normalisation, tu as donc 8 clauses. Alors ici, on a par exemple opté vers DPLL. Ça veut dire si la question elle est générale. Ça veut dire la question c'est pas montrer que telle formule est insatisfaisable. C'est-à-dire si on vous dit que montrer que telle formule est insatisfaisable, là tu as le choix entre DPLL ou bien résolution. Maintenant, si la question est générale, est-ce que la formule est SAT ou bien insat? Là, je vous conseille beaucoup plus DPLL parce qu'il est rapide dans tous les cas. C'est-à-dire SAT ou bien insat, il est rapide. Maintenant, si tu vas t'engager avec la résolution, tu risques de perdre un peu de temps si la formule est SAT. Si la formule est insat, tu ne vas rien, c'est-à-dire perdre en termes de temps. Il est rapide. Maintenant, si la formule est SAT, tu vas perdre beaucoup de temps. Et si tu vas opter pour la table de vérité, la table de vérité, elle est tout le temps lente. Elle est tout le temps lente. Peu importe le statut de la formule, elle est SAT bien insat, tout le temps elle est lente parce que tu es obligé de calculer toutes les lignes. Maintenant, c'est-à-dire, je vous conseille, c'est-à-dire si la question de l'exercice n'impose pas l'algorithme, je vous conseille de faire DPLL parce qu'il est rapide dans tous les cas. Maintenant, c'est ça après normalisation. Maintenant, il faut juste exécuter DPLL sur H1 et H2 et H3 et H4 et H5 jusqu'à H8. Je vais partager la deuxième image qui montre le DPLL. Monsieur? Oui. Monsieur, علاش في الأش ما عملناش لا distribution؟ parce qu'on a uniquement le O ما كاش عندنا ال A. عاود نعطيكم صح نعطيكم la première image. شوفوا مليح. On n'a pas fait la distribution. Mais il faut bien, c'est-à-dire remarquer. Ici, tu as le B et logique A. Alors, lorsqu'on se débarrasse de l'implication, on s'est mis d'accord qu'il faut inverser la condition. La condition, l'implication fait la condition, conclusion. Conclusion, elle est intacte, inchangée. Par contre, condition, inversée. Qui inversée, ça vous donne non B, ou inverser le A, ou les O. Vous voyez maintenant le O. Et tu vas inverser le A, il va devenir non A. Ou maintenant, l'implication elle est remplacée par le O, ou on s'est mis d'accord que non C, il sera gardé tel qu'il est. Mais si vous remarquez bien la deuxième sous-formule, là vous avez le O. في البداية في la clause الأولى, vous avez le et logique entre les deux termes, le B ou le A. Maintenant, vous avez le O logique. Alors là, lorsqu'on va inverser le O, si tu vas inverser la condition, tu vas obtenir non D, ou tu inverses le O, il va devenir E, tu inverses le non C, il va devenir C. Maintenant, le tout هذا, le résultat هذا, اللي هو non D et C, entre parenthèses ou A, ça, malheureusement, ce n'est pas une clause. Comme d'accord? Comme d'accord ou là? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon, ahí tant mieux. Donc, je vais afficher la deuxième image. Bon, attention, juste le contrôle, parce que le contrôle, on a fait une petite réunion hier. Après, si vous aurez un contrôle d'ici 10 jours, environ 10 jours, si je ne me trompe pas. Ça y est, les contrôles vont commencer, donc, ce n'est pas la semaine prochaine, mais l'autre.
Alors, dans le contrôle, vous aurez donc une question sur la satisfaisabilité ou bien l'insatisfaisabilité. C'est-à-dire, je vous donne une formule et je vous dis que de vérifier si elle est SAT ou bien INSAT. Ça y est? Peut-être que je ne vais pas imposer l'algorithme. Hein. Je vous donne donc le libre choix pour n'importe quel algorithme, soit la table de vérité, résolution, DPLL ou la même DPLL avec les options, c'est-à-dire un vrai solver SAT. Alors, il faut faire attention avant l'algorithme, il faut normaliser, c'est-à-dire il faut créer le FNC. Maintenant, si tu as une erreur dans le FNC, malheureusement, même le reste, c'est-à-dire tout le reste sera faux. Donc, il faut être prudent. Il faut convertir ou bien se débarrasser des implications. L'exemple, j'ai mis juste les implications. Dans d'autres exemples, je vais mettre même les équivalences. Donc, parfois, les étudiants, ils vont se tromper. Donc, il faut faire, ou la même TD, c'est pas, il faut parler avec l'enseignant du TD, vous faire des exemples, comment donc se débarrasser des implications en cas où tu as des formules complexes. Donc, il a relaté la qaddar Allah traduction, ça va être, c'est-à-dire tout le reste, ce sera une catastrophe. Ça y est? Monsieur, ça la table de vérité, pas forcément il faut ça la insensé. Ouais, la table de vérité là, mais qu'il y a une chose, juste un petit point d'ordre. La table de vérité, certes, vous n'êtes pas obligé de faire la table de vérité, la FNC. Mais pour la notation, donc, par exemple un contrôle sur, par exemple, 20 points, le total, il y a une partie, un certain nombre de points, par exemple 4 points ou les 5 points, pour le FNC. Il faut que tout le monde fait le FNC. D'habitude, j'ai pris le module, ça fait donc 12 ans. Alors, d'habitude, je fais un certain nombre de points pour le FNC. Donc, ce qui fait même les étudiants qui veulent faire la table de vérité, ils doivent faire le FNC pour avoir, par exemple, les 4 points et ainsi de suite. Même ils sont libres. Faire la table de vérité ou la autre, ils sont libres. Mais je vais donner un certain nombre de points pour le FNC. Donc, il faut que tout le monde fait le FNC. Oui? Monsieur, Ça c'est technique pour le contrôle. Hein, c'est-à-dire, parce que c'est-à-dire le contrôle, en général, je vous donne une seule formule. نعطيكم غير formule واحدة. نعطيكم جوج ولا ثلاثة à faire. C'est comme une seule formule. Et je vous demande de faire le FNC en premier lieu. Et en deuxième lieu, vous êtes libre de faire n'importe quelle méthode. Oui, في الاستماع. Monsieur, quand on a la FNC, est-ce qu'on est obligé de faire la conclusion, la deuxième, plutôt, premier côté, on a la négation? Bon, tout dépend de la question de l'exercice. Donc, si dans la question de l'exercice, vous avez le symbole de déduction, c'est-à-dire vous avez des conditions, et le symbole de déduction et une conclusion. Il y a déjà, ça veut dire, c'est clair. Lorsque je mets le symbole de déduction, vous êtes obligé d'utiliser une méthode de preuve, c'est-à-dire soit la résolution ou bien un système axiomatique, un autre système axiomatique, système d'Hilbert ou le calcul de... On n'a pas fait les autres systèmes, c'est-à-dire on a fait un seul, c'est la résolution, c'est-à-dire implicitement, vous êtes obligé de faire la résolution. C'est-à-dire, lorsque vous voyez le symbole déduction, avec le T qui est allongé, avec la lettre T qui est allongée, ça y est, alors tu n'as pas le choix. L'étudiant n'a pas le choix. Il doit utiliser un système axiomatique, soit la résolution, soit système d'Hilbert, soit déduction naturelle, soit calcul de séquent, et ainsi de suite. On a une seule méthode, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire la résolution. Maintenant, supposons la question, c'est pas ça. C'est pas montrer que telle formule est déductible d'un autre ensemble. Je vous donne une seule formule, non normalisée, qui n'est pas normalisée. Ou la question, par exemple, est-ce qu'elle est SAT ou bien INSAT? On a trois choix. Comme la table de vérité, comme DPLL, et vous avez résolution. Les trois choix fonctionnent. Ça y est? On comme un autre scénario. Supposons que je vous donne une formule qui n'est pas normalisée, c'est-à-dire qu'il y a les implications, elle contient les implications, elle contient les équivalences, elle contient tout type de connecteur. La question, c'est montrer qu'elle est insatisfaisable. Maintenant, la question, elle est un petit peu changée.
montrer qu'elle est insatisfaisante. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez 3 choix. Comme table de vérité, DPLL, résolution. Si tu veux faire résolution, il a pris la résolution. Je vous donne les étapes. Maintenant, première chose, tu vas inverser la formule, créer la négation. Maintenant, si tu vas opter vers la résolution, sachant que la question, c'est montrer que la formule est insatisfaisable. Montrer que la formule est insatisfaisable. Maintenant, première étape, tu fais le calcul de la négation. C'est-à-dire tu vas insérer la négation. Même tu vas simplifier toute ta formule en créant la FNC. Donc, l'étape 1, tu vas insérer la négation. Le principe de réfutation. Deuxième étape, c'est la normalisation. Ça y est. Et troisième étape, tu lanceras le DPLL. Tu vas lancer le DPLL. Maintenant, si tu vas opter pour, disons, le DPLL, tu ne vas pas introduire la négation au début. Tu vas faire le FNC directement sur la formule. C'est-à-dire, l'étape de l'absurde ou bien l'étape de réfutation, elle n'existe pas dans le DPLL. On ne va pas la faire. Il faut directement faire la FNC sur la formule telle qu'elle est, la formule originale, et faire l'arbre. C'est à peu près ce qu'on a fait dans cet exemple. Si vous rappelez bien donc, la question, supposons la question, c'est montrer est-ce qu'elle est sat ou bien insat. Est-ce qu'elle est sat ou bien insat. Ou la même montrer qu'elle est insatisfaisable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la FNC. On n'a pas calculé la négation, on a créé la FNC. Maintenant, la FNC nous a donné H1, H2, H3, H4 jusqu'à H8. Maintenant, je vais changer, je vais charger 2 images pour vous montrer les 2 formules. Donc, si c'est possible. Alors, je ne veux pas qu'il écrase. Donc je vais charger l'image avec un autre logiciel. Est-ce que j'ai une autre application? Oui, je vais la charger avec Google Chrome. Voilà. Là, je vais insérer. J'ai déjà les 2 images, donc je vais réduire la taille de la première. Juste pour vous afficher les clauses. Et je vais vous montrer voilà. Est-ce que tout le monde voit les 2 images? La première, elle vous montre les clauses. Je vais quand même l'écourter. La première, elle vous montre les clauses H1, H2, H3, H4. Tout le monde voit ça? Oui, monsieur. Bon, ça, c'est un exemple tiré d'un polycopier que j'ai préparé. Je vais le poster dans la plateforme. Donc, il contient beaucoup d'exercices. Presque la moitié sont déjà corrigés, ou peut-être plus que la moitié sont déjà corrigés. Il contient tous les chapitres du module, les 3 chapitres. Malgré que, en réalité, peut-être qu'on ne va pas terminer le 3e chapitre, on va faire juste le début. Mais le polycopier, il couvre les 3 chapitres avec des exercices et même corrigés. Ce sera donc une bonne source pour vous pour préparer le contrôle, l'examen et tout ce que vous voulez comme exercice. Alors, vous avez H1 jusqu'à H8, ça c'est les clauses. Et maintenant, ça c'est, disons, l'exécution. Oui. Oui.
Si donc microphone n'est pas muté. Oui, كنترول شي oui, نسمع. كنترول شو غادي يجي فيه يجي فيه هذا اللي ندير هضرو. Il y a une question, ça va être une question sur la satisfaisabilité ou bien l'insatisfaisabilité d'une formule. نعطيك une formule ونقول لك est-ce que ça ou bien insat. هذه الأولى وفيها question de cours. طيب une ou deux questions de cours. لي شابيتر غير chapitre 1. رانا دايرين 3 PDF. شوف on a fait 3 PDF. On a دايرين PDF الأول l'introduction. Ça y est. Qui contient en principe voilà. Premier PDF, il contient tout ce qui est conséquences logiques et tout. Le deuxième PDF fait la résolution, et l'algo de résolution. Le troisième PDF fait DPLL. Donc, on a le troisième PDF. هذا الكور. Ça y est. أنا مسميه en principe C4. Il va couvrir donc les solvers SAT. Donc c'est ça votre question ou là عندك d'autres questions? لا سي بون شيخ صافي. Ouais. Donc on a comme une ou deux questions de cours sur les 3 PDF. Sur ce que j'ai expliqué dans nos faits. Ou ça va être, vous allez avoir donc un exercice, une formule, comme une formule. Où je vais poster sur la plateforme, je vais poster les anciens contrôles. Donc on poster comme au plus tard demain, au plus tard, Inch'Allah. Oui. Je vais poster tous les contrôles passés. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire déjà peut-être même Hada, c'est un exercice plus difficile que le contrôle. Ce que je fais maintenant, peut-être que c'est plus difficile parce que la difficulté là, surtout la deuxième étape dans laquelle on a éclaté la sous-formule. En général, 50% des étudiants, ils vont faire une erreur ici. Ils ne vont pas éclater cette formule en 2 clauses. C'est-à-dire, au total, vous aurez 8 clauses. Et les étudiants qui vont faire des erreurs, ils vont obtenir cette clause. Bien sûr, même si tu vas démarrer DPLL avec cette clause, le résultat sera faux. Alors, par exemple, l'exercice, la formule, elle est insat. Il est clair que j'ai trouvé. Voilà la racine. Elle contient les 7 clauses, H1 jusqu'à H8, sont déjà montrées ici. Alors, pourquoi on a fait... Bon, je fais le déroulement donc, de DPLL et vous avez le droit de poser la question oralement avec le chat, ce que vous voulez. Ça y est? Ou j'avance doucement. نتمشى بسرعة تاع 0 km في الساعة. صحيح؟ Alors, DPLL, il contient 5 instructions. On a dit que tu peux changer l'ordre des 4 premières instructions quand tu veux. C'est-à-dire tu peux commencer avec la première, deuxième, troisième, quatrième. Tu peux faire quatrième, ensuite troisième, ensuite deuxième, ensuite première. C'est-à-dire l'algo, c'est le même. Il ne va pas changer de sens. Il ne sera pas erroné. Si tu vas permuter l'ordre des 4 premières instructions, tu peux commencer avec troisième instruction, ensuite deuxième, ensuite quatrième, ensuite première. Tu es donc libre. Ça y est? Comme tu peux garder l'ordre que j'ai fait dans les diapos. Je vais faire un ordre qui est un petit peu facile. L'ordre اللي يساعدني أنا واش هو. Alors je vais commencer avec les littéraux purs. Il y a la première instruction. Je vais ensuite, si ça marche pas, je vais tenter les clauses unitaires, la règle des clauses unitaires ou bien propagation unitaire. Si ça marche pas, je vais tenter troisième instruction. Est-ce que l'ensemble des clauses est vide? Est-ce que j'ai 0 clause ou là j'ai 8 clauses ou là 7 clauses? Si ça ne marche pas, je vais faire la quatrième instruction qui va chercher si j'ai déjà dérivé une clause vide ou la zéro logique. Est-ce que mon ensemble contient le zéro logique ou non? Alors là, je vais chercher tout d'abord les littéraux purs. Alors, les H, les 8 hypothèses, H1 jusqu'à H8, est-ce que tu as une variable qui ne change pas de signe? La réponse est non. On va vérifier ça. La première variable est B. Dans H1, elle est négative. Mais dans H5, elle est positive. Donc, elle n'est pas pure. A, elle est négative dans H1. Elle est positive dans H2. Donc, elle n'est pas pure. C, elle est négative dans la première, H1.
mais elle est positive dans H4. نشوفوا D. On va voir le D. Dans le D, elle est négative dans H2 et elle est positive dans H5. Donc, elle n'est pas pure. نشوفوا le E. Le E, elle est positive, par exemple, dans 5, dans la ligne 5 ou même dans la ligne 6. Mais elle est, voilà. Alors, on a en principe, voilà. Elle est négative dans A7. Voilà. Le E est positif, par exemple, dans 6 ou bien dans 5, mais il est négatif dans 7. Donc, la conclusion, il n'y a aucune variable qui est pure. Toutes les variables changent de signe. Donc, ce qui fait que maintenant, je vais chercher, ou je vais exécuter la deuxième instruction, qui vous dit tout simplement, est-ce qu'il y a une clause unitaire? La taille de la première clause, c'est 3. La taille de H2, c'est 2. La taille de H3, c'est 2. La taille de H4, c'est 2. La taille de H5, c'est 3. La taille de H6, c'est 2. La taille de H7, c'est 2. Ou la taille de H8, c'est 3. Donc, je ne peux pas faire les clauses unitaires. Je vais passer à la troisième instruction. Est-ce que mon ensemble est vide? Mon ensemble n'est pas vide. Il contient 8 lignes, ou les 8 clauses, H1 jusqu'à H8. Donc, ça ne marche pas. Je vais faire la quatrième instruction. Est-ce que mon ensemble contient le zéro logique? La réponse est non. H1 n'est pas encore calculé. Je peux pas calculer, jusqu'à maintenant, je ne peux pas calculer sa valeur de vérité. Donc, ça veut dire que H1, c'est pas 0, elle ne vaut pas 0 jusqu'à maintenant. H4, elle ne vaut pas 0 jusqu'à maintenant. Pareil pour H5, pour H6, pour H7 et pour H8. Donc, il n'y a aucune clause qui vaut 0. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de faire la division binaire. Ici, j'ai divisé, j'ai choisi au hasard C. Mais vous pouvez poser la question. Pourquoi tu as choisi le C? Alors, en général, on va choisir la variable qui se répète beaucoup dans les lignes. C'est-à-dire une variable qui va se répéter. Par exemple, si le C va se répéter dans 8 lignes, c'est-à-dire dans H1, que ce soit C ou la non C, je m'en fous. Si elle se répète dans H1, H2, H3, H4, H5, H8, c'est un bon choix. Ça veut dire quoi, bon choix? Ça veut dire qu'on va accélérer le temps d'exécution ou bien le temps de traitement. Plus la variable se répète beaucoup, ou se répète dans un maximum de clauses, plus le temps d'exécution est court. Plus la variable se répète moins, ça veut dire, supposons que je choisis par exemple le A. Le A, il va se répéter par exemple dans H1, dans H2, dans H3 et dans H8. C'est-à-dire qu'il se répète dans 50% des formules. Donc, c'est un choix acceptable parce que déjà, il se répète dans 50% des formules. Maintenant, si je fais le D, si je choisis le D se répète dans H2, il se répète dans H5 et dans H6. Donc, c'est un mauvais choix par rapport à A. Parce que l'A se répète dans 4 clauses. Maintenant, le D se répète dans 3 clauses. Maintenant, pour l'exemple, j'ai choisi le C. Alors, tous les choix sont corrects, ne sont pas faux. N'importe quel choix est correct. Mais sauf, il y a des choix qui sont rapides, il y a des choix qui sont longs. C'est ça donc la différence. Maintenant, j'ai choisi le C dans cette image. Maintenant, on va compter le nombre d'occurrences du C ou bien du non-C. Première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. C'est un mauvais choix par rapport c'est-à-dire par rapport à A, la variable A, c'est un mauvais choix. Mais j'ai fait ça exprès parce que j'essaie de vous montrer, disons, tous les détails ou disons, toutes les sortes de problèmes que l'on peut rencontrer dans une exécution des PLL. J'ai fait ça de manière, ça veut dire, avec intention. Une question? Des questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, je vais faire juste la première, ça veut dire, les deux premiers enfants. En bas, le reste, ça va être des choses presque automatiques. Alors, dans le premier enfant, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé toutes les occurrences du C par 0. Alors, si je remplace par exemple H1 par 0, c'est-à-dire le C sera remplacé par 0. Donc, non C, il va prendre la valeur 1.
1 ou non A ou non B, c'est 1. C'est-à-dire qu'on va éliminer le H1. Le H1 sera éliminé. Vous voyez clairement qu'on n'a pas le H1 ici. Le H2, il est gardé parce qu'on n'a pas le C. Le H3, il est éliminé parce que non C vaut 1. Maintenant, le H4, il sera simplifié. Au lieu maintenant d'avoir non B ou C, je vais avoir juste le non B parce que C sera remplacé par 0. Donc ici, vous voyez qu'après le H2, on a mis le non B. Maintenant, le A5, il est gardé tel qu'il est parce qu'il ne contient pas le C. Le A6, il est gardé parce qu'il ne contient pas le C. Ou le A7, il est gardé parce qu'il ne contient pas le C. Le H8, il est éliminé parce que le C sera remplacé par 0. Maintenant, non C vaut 1, ce qui fait que le H8 est déjà satisfait. Alors, on fait la même chose pour le deuxième sous-problème. Maintenant, sauf que dans ce cas-là, tu vas remplacer par 1. Et maintenant, le résultat, c'est le suivant. La première formule, elle sera simplifiée. Au lieu d'avoir non B, non A, non C, tu vas obtenir juste non B, non A. Ce que j'ai mis ici, non B, non A. La deuxième formule, elle est gardée telle qu'elle est parce que tu n'as pas le C, c'est le H2. Troisième sous-formule sera simplifiée. Maintenant, on va garder que le A. Le A5, elle est gardée telle qu'elle est parce qu'elle ne contient pas le C. Pareil pour A6, pareil pour A7. Maintenant, la dernière, elle est simplifiée. Maintenant, on va garder E ou A parce que maintenant, le non C vaut 0 parce que C, il prend la valeur 1. Maintenant, je l'ai déjà dit, tu peux lancer en parallèle l'exécution de DPLL sur premier enfant ainsi que le deuxième enfant. Maintenant, si tu as un seul processeur, tu vas faire ça en séquence. C'est-à-dire tu vas lancer le DPLL juste sur le premier enfant et ça veut dire voir le résultat. Si le résultat est SAT, ce n'est pas la peine de faire le deuxième enfant. Tu vas conclure que la racine est SAT. Maintenant, si le premier enfant, comme dans l'exemple courant, il va dériver la clause vide. Ici, vous avez que, ici, si on remarque bien le scénario, donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a réexécuté le DPLL. Si on va réexécuter le DPLL, c'est possible qu'on va créer soit des variables pures ou bien trouver des littéraux unitaires ou bien des clauses unitaires. Ici, il faut remarquer que dans cet enfant, le nom B, c'est-à-dire la deuxième clause, c'est une clause unitaire. Ça veut dire que déjà, tu as le droit de faire les clauses unitaires. Ici, j'ai affecté le A avec 1. Parce qu'on a remarqué que le A, maintenant, il est pur dans cet enfant. C'est-à-dire que le H2, ou le nom B, ou le A5, ou le A6, ou le A7, j'ai bien remarqué que le A est pur. Il ne change pas de signe. Donc, je vais l'affecter à 1, affecter le 1, et je vais remplacer à chaque fois que je trouve le A, que ce soit dans H2 ou la A5 ou la A6 ou la A7, je vais le remplacer par 1. Ce qui fait que je vais simplifier. Maintenant, H2, il va être éliminé. Vous voyez que si tu remplaces le A avec 1, le H2 sera éliminé parce qu'il est vérifié. Tu vas garder uniquement le nom B, A5, A6 ou A7. Je vais terminer avec cet enfant. Ici, supposons que je ne peux pas, donc je réexécute une deuxième fois DPLL. Supposons que je n'ai pas trouvé de l'hétéro pur, mais j'ai trouvé une clause unitaire liée à nom B. Je vais l'affecter à 1, c'est-à-dire nom B reçoit 1. Et je vais remplacer nom B par 1. Donc nom B va être éliminé. Je vais faire le remplacement dans A5 ou A6 ou A7. Après simplification, c'est-à-dire maintenant je vais simplifier les 3, 5 ou 6 ou 7. Tu vas obtenir E ou D. Ou l'A5 va devenir non E, ou l'A7 va devenir non D ou E. Je fais une autre simplification, ou là une autre exécution du DPLL. Maintenant, il s'avère que le non E, c'est une clause unitaire. Et je vais faire une deuxième fois la règle des clauses unitaires, mais je vais l'appliquer sur non E. C'est-à-dire, une fois que tu vas lancer la règle des clauses unitaires, tu vas la terminer jusqu'au bout. C'est-à-dire, à chaque fois que tu trouveras une nouvelle clause unitaire, tu vas exécuter la même règle. Maintenant, non E vaut 1, ça veut dire que le E vaut 0. Tu vas remplacer le E par 0 dans les trois formules. Maintenant, la médiane, la formule intermédiaire est éliminée. La première va devenir D et la deuxième va devenir non D. Ça y est, parce que tout simplement, j'ai remplacé le E par 0. Maintenant, je réexécute une deuxième fois la règle des clauses unitaires. Soit tu remplaces D par 1, soit tu remplaces non D par 1, parce que les deux sont des clauses unitaires. Supposons que je vais choisir le D, je vais le remplacer par 1, ce qui fait que D va être éliminé.
et je remplace le 1 dans la deuxième clause. Donc, tu vas trouver 0. Si tu remplaces D par 1, la négation du 1, c'est 0. 0, c'est ce carré-là, ou bien la clause vide. C'est-à-dire que j'ai arrêté maintenant, je vais arrêter la recherche parce que j'ai dérivé la clause vide. Je vais arrêter la recherche parce que je dois sortir avec le deuxième test d'arrêt. Maintenant, ce nœud-là est insat parce qu'il contient une clause vide. Est-ce que je peux inférer? Est-ce que je peux dire que ce parent est insat? La réponse est non. Parce que le parent ici, il possède 2 enfants. Celui-là, bien, donc disons donc 2 enfants, celui-là et celui-là. Puisque je n'ai pas encore traité le deuxième enfant, je ne peux pas dire que le parent est insat. Maintenant, je fais le même traitement sur le parent, le deuxième enfant, c'est-à-dire non B, non A, H2, A, A5, A6, A7 et E ou A. Alors, il s'avère ici qu'il y a un littéral pur Léo A. Vous pouvez donc vérifier ça chez vous. Par exemple, dans ces clauses-là, non B, non A, H2, A, A5, A6, A7, E ou A, le A ne change pas de signe. Donc, tu peux le forcer à 1. Je vais le forcer à 1. Je vais simplifier toutes ces formules. Donc, initialement, j'avais 8. Maintenant, après simplification, j'obtiens uniquement 4. Les mots non B, A5, A6, A7. Maintenant, je trouve que le non B, c'est un littéral, c'est une clause unitaire. Entre-temps, il n'y a pas de littéraux purs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de littéraux purs. C'est-à-dire dans la formule non B, ou A5, ou A6, ou A7, toutes les variables changent de signe. Donc, automatiquement, j'exécute la deuxième règle, les clauses unitaires. Heureusement, le non B, c'est une clause unitaire, je vais la forcer à 1. Donc, je vais simplifier les 4 formules. Non B va être éliminé parce qu'elle est satisfaite. Maintenant, il vous reste E ou D, non D ou E, ou non E. J'enchaîne une autre fois avec les clauses unitaires. Non E, c'est une clause unitaire. Il faut bien remarquer que, c'est-à-dire tu n'as pas de littéraux purs, tu as que des clauses unitaires. Je force non E avec 1. Ça veut dire que j'affecte 0 à E. Non E est égal à 1, c'est le synonyme de E est égal à 0. Alors, je remplace avec 0 dans ce nœud-là. Tu vas simplifier E ou D, ça va devenir D. Je vais simplifier non D ou E, ça va devenir non D. Je vais faire une deuxième fois les clauses unitaires, ou là une troisième fois les clauses unitaires. Soit tu remplaces D par 1, ou là tu remplaces non D par 1. Supposons qu'on a choisi le D. On a remplacé le D par 1. Alors, en remplaçant dans non D, tu vas trouver clause vide. Donc, à la fin, j'ai trouvé une autre feuille qui contient une clause vide. Donc, dans le pire des cas, voyez que dans ce problème-là, on a combien de variables? On a le B ou le A ou le C, ou le D, c'est 4 variables, ou le E, c'est 5 variables. C'est-à-dire là où tu risques de faire 5 divisions. Si tu fais 5 divisions, ça veut dire que tu vas obtenir 2 puissance 5 feuilles possibles. Ici, heureusement, on a fait une seule division. Pour cette raison, tu as uniquement 2 feuilles. La première feuille qui contient une clause vide, la deuxième feuille qui contient une autre clause vide. Maintenant, tu peux déduire que la racine, elle est insat. Parce que tu as uniquement 2 feuilles et les 2 feuilles sont insat, automatiquement la racine est insat. Mais dans les problèmes les plus difficiles, tu ne vas pas trouver 2 feuilles. Tu vas trouver 2 puissance 5 feuilles, ça veut dire 32 feuilles. Et maintenant, si les 32 feuilles sont insat, la racine est insat. Ou bien la formule originale est insat. S'il y a au moins une feuille qui est sat, ça veut dire quoi sat? Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des formules ne contient aucune clause. Supposons ici, juste pour simplifier, supposons j'ai le D, mais je n'ai pas le non D. Je n'ai pas le non D, j'ai uniquement le D. Maintenant, si tu vas affecter, maintenant le D c'est un littéral pur, parce qu'il y a une seule clause. Je vais l'affecter à 1. Maintenant, si je vais l'affecter à 1, je vais l'éliminer. Je vais éliminer cette clause. Maintenant, il ne me reste rien. Il n'y a aucune clause restante. Alors, l'ensemble vide, c'est le synonyme de satisfaisable. C'est-à-dire, si tu vas satisfaire toutes les clauses, il ne te reste rien. Cet enfant est sat. Maintenant, si cet enfant est sat, tu peux dire directement que la racine est sat, sans passer par, ou sans traiter le deuxième enfant. C'est-à-dire, quand même, on peut gagner un peu de temps si l'un des enfants donc, est sat. Alors, c'est tout ça pour DPLL. Est-ce que vous avez des questions avant de faire quelques remarques? Monsieur? Oui.
Monsieur, c'est le premier enfant, un SAT, et le deuxième enfant, SAT. La racine est SAT. D'accord, monsieur. Merci. فهمنا. Si tu as 1 million de feuilles, عندك 1 million de feuilles, s'il y a au moins une feuille qui est SAT ou 999 millions et donc Un SAT. un SAT, la racine est SAT. Ça y est? Oui. D'autres questions? Ça, s'il n'y a pas de questions, je vais revenir à... Oui? Monsieur, علاش اختارينا نون بي est égal à 1 علاش اختارينا نون بي Alors, on a fait non B1 parce que tout simplement non B كانت clause unitaire. Parce que nous avons un certain ordre d'affaires, parce que nous avons les littéraux purs. Je préfère que vous commencez avec les littéraux purs, après les clauses unitaires. Nous, les littéraux purs, on n'a rien trouvé. Comme les variables que nous changeons au signe. La règle, c'est les clauses unitaires. Le non B كانت clause unitaire. La taille تاعها كانت واحد. La taille تاع la clause فيها غير non B. La clause fait juste non B. Dans ce cas-là, tu forces non B à 1. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Une autre question? Saha, je vais faire juste quelques remarques. La première question. Ici, l'exemple que j'ai, je charge l'image. Je cherche l'image. Voilà. Là, on a fait combien donc de... Vous voyez le nombre d'étapes, moins les flèches. On a fait combien de flèches? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait 10. 10 étapes. La table de vérité, elle fait combien d'étapes? Elle fait 32. 32 étapes, parce que tu as 32 lignes. Ça y est? La résolution, on a dit que le DPL il est en général plus rapide. La résolution, elle prend la place intermédiaire ou la plus lente, c'est la table de vérité. Alors, ici, tu peux dire que quand même le problème est difficile parce qu'on a fait 10 étapes. Il y a d'habitude pour 5 variables, en général, tu peux faire moins. Tu peux faire 5 étapes, 6 étapes. Maintenant, ça, c'est la formule. La formule, on va l'appeler instance. Donc, la formule H1, H2, H3 jusqu'à H8, on va l'appeler instance. Donc, il y a des instances faciles pour lesquelles je vais faire un nombre assez petit d'étapes, ou il y a des instances difficiles pour lesquelles je vais faire beaucoup d'étapes. Quel que soit donc le choix de CX, c'est-à-dire tu vas commencer avec division avec C, ou là tu vas diviser avec le B, ou là tu vas diviser avec E, ou bien tu vas diviser avec A, mais tu vas toujours faire un nombre assez élevé d'étapes. Donc, les instances, on va les appeler les instances difficiles. Maintenant, c'est quoi ces instances? Je vais revenir au cours. Maintenant, si votre formule, c'est 3F1C, ça veut dire la taille de chaque clause, initialement, la taille de chaque clause, c'est 3. Alors, les formules difficiles, ou bien les instances difficiles, c'est les instances pour lesquelles le M sur N est proche de 4.3. Le M, c'est le nombre de clauses, ou le N, c'est le nombre de variables. Par exemple, si tu as M 12 clauses, supposons que tu as 12 clauses et 3 variables. Le nombre de clauses, c'est 12. Ou le nombre de variables, c'est A ou B ou C. Alors, dans ce cas-là, le problème devient difficile. Ça veut dire que tu vas faire beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Alors, exactement, les problèmes les plus difficiles, c'est les problèmes dans disons, le seuil. Le seuil, le rapport M sur N, nombre de clauses sur nombre de variables, c'est proche de 4.3. Ça, c'est pour 3F1C. Si tu fais 4F1C, le seuil va changer. Ce n'est pas 4.3, mais une autre valeur. Si tu fais 5F1C, le seuil va changer. Alors ici, dans cette figure, je vous donne le problème 3SAT. Le problème 3SAT, tout simplement, c'est vérifier si une formule 3F1C est SAT ou non. 3SAT, c'est juste le problème de vérification si elle est SAT ou non pour les 3F1C. Qu'est-ce que vous remarquez? Que ici, je fais le temps d'exécution. La courbe, elle va mesurer le temps d'exécution. Et dans l'axe des X, je montre le rapport, c'est-à-dire des formules pour lesquelles j'ai calculé le rapport M sur 1.
Alors, autour de 4.3 ici, environ ici, donc 4.3, vous voyez entre 4 et 5. À chaque fois que tu as une formule dont le rapport c'est entre 4 et 5, vous voyez que le temps d'exécution est énorme. Par exemple, ici, tu as 3500, par exemple, unités de temps, 4000, et ainsi de suite. Par contre, si m sur n est inférieur à 4, ou là, par exemple, strictement supérieur, par exemple, à 5, ou là, supérieur à 6, le temps d'exécution est petit. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est pas que toutes les instances sont difficiles. Uniquement les instances dans l'intervalle entre 4 et 5, ou l'approche au seuil 4.3, qui sont difficiles. Le reste des instances sont faciles. C'est-à-dire le DPLL, il ne va pas faire beaucoup de temps. Il va faire moins de temps. On va remarquer que lorsque le nombre de clauses, lorsque le M est grand, la majorité des instances seront insat, c'est-à-dire on va à la fin trouver qu'elles sont insatisfaisables. Maintenant, la majorité des formules qui sont à gauche, c'est-à-dire la majorité des formules qui sont à gauche du 4, sont sat, aglabiya, je n'ai pas dit tout le monde, mais aglabiya. Et la majorité des formules qui sont à droite du 6, ou à droite de l'intervalle critique, sont insat. Maintenant, pour les formules qui sont entre 4 et 5, on a presque 50-50, c'est-à-dire 50% sont sat et 50% sont insat. Donc, le problème, on va l'appeler phénomène de seuil. C'est-à-dire, dans l'exécution des formules SAT, on va remarquer un phénomène de seuil. C'est-à-dire, dans un intervalle critique entre 4 et 5, on fait beaucoup de temps. Et 50% des formules sont SAT et 50% des formules sont insat. Par contre, pour le reste des formules, c'est-à-dire les formules qui sont soit à gauche du 4 ou à droite du 6, ou à droite du 5, les formules sont faciles, on ne fait pas beaucoup de temps. Vous voyez que la courbe, elle tend vers 0. Elle tend vers c'est-à-dire un temps d'exécution qui est proche de 0. Et elles sont soit majoritairement insat si M est assez grand, ou bien majoritairement SAT si le M est petit. Donc ça, c'est la remarque que je vais passer. Donc à part ça, je vais vous dire juste que dans les diapos qui vont c'est-à-dire suivre, dans pas mal de problèmes, par exemple, le problème d'IBM, ça c'est un problème d'IBM, où il y a une formule propositionnelle d'IBM qui contient 50 000 variables, 50 000 atomes, 15 000 pages de clauses, c'est-à-dire ce n'est pas 15 000 clauses, 15 000 pages de clauses. Supposons que chaque page contient 10, ça veut dire que vous avez 150 000 clauses. Donc, il y a des solvers SAT, c'est-à-dire le solver mini SAT qui est créé par deux auteurs. C'est fait en 2 secondes. C'est-à-dire, malgré que tu aies 50 000 variables, et par exemple 150 000 clauses, c'est fait en 2 secondes. Je vous donne un autre exemple. Donc, ça, c'est un problème de Microsoft. Alors, le problème, il contient 11 millions de variables, 11 millions, plus de 11 millions. 11 483 525 variables, ou bien attends. Et combien de clauses? Plus de 32 millions de clauses. 32 697 150 clauses. Donc ça, c'est un problème de Microsoft, c'est-à-dire on essaie de corriger ou de vérifier qu'un logiciel de Microsoft est sans bug. Donc, il est résolu en moins d'1 minute avec un solver qui est développé par Gomez. Ça, c'est un autre chercheur en principe américain. C'est résolu ou bien traité en moins d'1 minute. Maintenant, si tu fais la table de vérité, tu vas faire combien de lignes? 2 puissance 11 millions de lignes. Alors, si tu fais 2 puissance 11 millions de lignes, déjà, tu n'as pas de disque dur qui va stocker cette table de vérité. Et même si tu vas, par exemple, fusionner, je ne sais pas, 30 machines ou 40 machines, peut-être que tu ne vas pas trouver un disque dur qui va stocker cette table de vérité. En plus, faire la recherche dans cette table de vérité va consommer, par exemple, des années et des années avant de retourner donc, la valeur finale. Donc, je m'arrête ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, chat, donc il y a en principe rien dans le chat.
Voilà, s'il y a rien, je vous dis comme barakallahu fikum, donc on se voit donc la prochaine fois, Inch'Allah. Vous pouvez poster vos questions, je vais essayer de vous répondre donc dans la plateforme. Salam alaikum.